La Seconde Guerre mondiale, l'appel du devoir. La chute de Singapour, janvier-mars 1942. Écrit par Liam Dale. À l'hiver 1941, la guerre faisait rage en Europe, en Asie et en Afrique depuis plus de 2 ans. Des millions de personnes vivaient dans la peur à travers l'Europe occupée, tandis que beaucoup subissaient des atrocités inimaginables dans les camps de concentration et de prison. En Afrique, les combats se poursuivaient entre les Alliés et les puissances de l'axe d'Hitler, tandis qu'en Chine, les bombardements de terreur par les Japonais continuant de ravager la vaste nation. Pendant ce temps, la Grande-Bretagne avait survécu à l'assaut des bombes allemandes qui s'abattèrent sur eux pendant le Blitz, et profitant d'un répit bien nécessaire, Winston Churchill et le peuple britannique regardaient Hitler tourner son attention vers le front de l'Est et les soviétiques. Alors qu'il semblait que le monde entier tombait sous l'ombre sombre du conflit, les États-Unis d'Amérique avaient également observé les événements se dérouler de loin. Même si des préparations étaient en cours pour rejoindre les Alliés dans la bataille depuis un certain temps, ce n'est qu'en décembre 1941 que les événements ont attiré le président Roosevelt et le peuple américain dans la guerre. Lorsque les bombardiers japonais ont envahi Pearl Harbor, déclenchant une attaque d'une violence dévastatrice, des milliers de militaires ont été tués alors que la flotte navale américaine basée là-bas était décimée. La réaction de Washington a été rapide et l'Empire du Soleil Levant avait réveillé un géant endormi, ouvrant un nouveau chapitre dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Du drame de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor aux batailles dans les jungles et les îles du Pacifique, ce chapitre révèle les raisons du retard de l'Amérique à entrer dans la lutte contre les puissances de l'Axe et comment leur force économique et militaire a apporté un rayon d'espoir à ceux qui se battaient désespérément pour la liberté partout dans le monde. Les États-Unis étaient depuis longtemps connus comme le pays de l'abondance et des rivières scintillantes de dépôts d'or à de vastes territoires riches en ressources naturelles où de grandes villes imposantes exsudaient une nouvelle richesse. Le pays avait vanté son affluence d'un océan à l'autre. Pour beaucoup qui affluaient en Amérique, en tant qu'immigrants de l'étranger, les États-Unis étaient considérés comme un endroit où les rêves pouvaient vraiment devenir réalité. Mais malgré une abondance d'emplois, de terres et de ressources, après la Première Guerre mondiale, même le puissant pays de la liberté avait ses problèmes. Lorsque le krach de Wall Street a frappé en 1929, il a porté un coup dévastateur à l'économie autrefois florissante, et alors que des files de personnes pauvres cherchant du travail commençaient à se former dans les rues, d'autres nations ont rapidement suivi les États-Unis dans une période sombre de tourmente, alors que le monde faisait face aux jours désespérés de la Grande Dépression. Les problèmes économiques étaient de vastes, et de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, l'Allemagne, encore sous le choc de devoir payer des réparations après avoir été défaite lors de la Première Guerre mondiale, a été particulièrement touchée. L'inflation a grimpé en flèche, et alors que l'économie gelait, des millions de personnes ont fait faillite. La nation allemande a été plongée dans la pauvreté, et une population mécontente a été attirée par les promesses du parti nazi, dirigé par le fervent patriote Adolf Hitler, qui a promis de créer une nouvelle ère de richesse et d'affluence. Ces discours enflammés ont rapidement commencé à captiver le peuple allemand et Hitler a rapidement gravi les échelons jusqu'à une position de pouvoir inattaquable. En 1936, le dictateur nazi a prouvé qu'il était un homme de parole et lorsqu'il a ordonné aux troupes nazies de marcher dans la Rhénanie, territoire saisi à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, il a pu sécuriser des matières premières précieuses pour nourrir ses ambitions de construction d'empire. En 3 ans, la soif de pouvoir et de domination d'Hitler avait vu des troupes nazies envoyées plus loin, mais lorsque le 1er septembre 1939, les Allemands ont envahi la Pologne, cela a signifié le début de la Seconde Guerre mondiale. Alors que les nations tombaient devant Hitler, tombant comme des dominos à travers l'Europe alors que les nazis poussaient de plus à l'ouest, loin à travers le monde dans le Pacifique oriental, les Japonais regardèrent les empires occidentaux s'effondrer. Leur petit royaume insulaire avait également été touché par la dépression qui engloutissait le monde. Et après le krach de 1929, les revenus japonais avaient chuté de 2/3 et les banques avaient saisi de nombreuses entreprises. Alors que la valeur du yen continuait de baisser avec peu de ressources naturelles propres, le Japon avait fait face à une crise à l'échelle de l'Allemagne et tout comme les Allemands, les Japonais avaient commencé à se battre pour leur survie. Les propagandistes de droite ont commencé à plaider pour l'invasion de la Mandchourie en Chine orientale pour garantir un approvisionnement en matières premières pour nourrir l'économie et en 1931, l'armée impériale du Japon a fait ses premiers pas vers la création d'un grand empire oriental. Alors que le leader du Front national chinois, Chiang Kai-shek, faisait face aux envahisseurs japonais, en 1937, les batailles s'étaient transformées en une campagne brutale pour conquérir le reste de la Chine.
À la fin de 1938, le Japon avait entre ses mains 9/10 du système ferroviaire de la nation et contrôlait toute la côte de la Chine. Les villes chinoises avaient également été dévastées par les bombardements de terreur japonais, laissant une trace d'horreur dans leur sillage. Bientôt, des histoires de massacres et d'atrocités perpétrées par les Japonais en Chine ont commencé à atteindre l'Ouest, et après que plus de 5000 civils ont été tués à Chongqing en mai 1939, l'Amérique a imposé ses premières sanctions économiques au Japon. À l'échelle mondiale, ce furent en effet des jours sombres, alors que l'expansionnisme nazi et japonais commençait à briser le statu quo, et bien que l'Amérique ait adopté une politique de non-intervention, il devenait de plus en plus difficile de rester assis et de regarder les puissances émergentes de l'Allemagne et du Japon remporter une victoire après l'autre. Les choses ont atteint un point critique lorsque le Japon a scellé son alliance avec Adolf Hitler et le dictateur italien Benito Mussolini dans le pacte tripartite de septembre 1940. Il était clair pour le président américain Franklin D. Roosevelt que la politique de neutralité et de non-intervention de l'Amérique pourrait ne pas être durable, et il avait un avertissement sévère pour le peuple des États-Unis. Nous sommes déterminés à rester en dehors de la guerre, mais nous ne pouvons pas nous assurer contre les effets désastreux de la guerre et les dangers de l'implication. L'aide militaire et financière américaine à la Chine a été augmentée. Et en octobre 1940, la loi sur la formation et le service sélectif a été adoptée par le Congrès pour renforcer les forces armées. C'était la première conscription en temps de paix qui avait jamais eu lieu dans le pays, car tous les hommes âgés de 21 à 36 ans pouvaient être appelés au service militaire pendant 12 mois. Mais si la guerre était déclarée, ils devraient servir leur pays pendant toute la durée du conflit. De plus, avec des territoires américains tels que les Philippines et Guam à protéger dans le Pacifique, un programme a également été lancé pour augmenter la présence militaire dans la région. Avec l'afflux d'hommes dans les forces américaines, au cours de l'année suivante, d'autres mesures ont été prises par les États-Unis pour mettre fin à l'expansionnisme japonais. À l'été 1941, la Maison-Blanche a décidé de geler les avoirs japonais de sorte qu'ils ne pouvaient plus acheter de pétrole en Amérique. Avec 80% de leurs importations de pétrole étant satisfaites par les États-Unis, c'était une nouvelle désastreuse pour les Japonais. L'empereur Hirohito a été informé que les réserves de pétrole de la nation seraient complètement épuisées dans 2 ans. Ce qui signifiait bien sûr que la machine militaire japonaise ne pourrait plus fonctionner. Les choses se sont encore détériorées pour les Japonais lorsqu'ils ont vu le Premier ministre britannique Winston Churchill rencontrer le président américain Roosevelt sur un navire de guerre ancré au large de Terre-Neuve pour discuter de la situation en Europe et dans le Pacifique en août 1941. Cela a donné naissance au traité connu sous le nom de Charte de l'Atlantique et a préconisé la liberté de vouloir et de craindre le désarmement des nations agresseurs et a déclaré que tous les peuples avaient le droit à l'autodétermination. Pour l'Ouest, c'était un plan pour le nouveau monde courageux que les Alliés priaient pour qu'il émerge après la fin de la guerre. Mais pour les Japonais, c'était un plan pour la domination mondiale anglo-américaine, et même une déclaration formelle de guerre n'aurait pas pu être plus provocatrice. Avec un avenir de plus en plus sombre pour le Japon, lors d'une conférence impériale à Tokyo le 6 septembre 1941, il a été décidé que, sauf si l'Amérique acceptait de retirer tout soutien politique et économique au gouvernement nationaliste chinois et de lever leurs embargos économiques et pétroliers sur le Japon, les négociations avec le pays prendraient de fin. La date limite donnée était pour la mi-octobre et entre-temps, l'armée impériale a commencé à préparer son plan de bataille. Ils étaient déjà bien placés pour lancer des attaques sur les colonies des Britanniques, des Hollandais et des Américains, ayant déjà envahi l'Indochine française. De là, l'armée pourrait occuper des territoires riches en matières premières telles que l'étain et le caoutchouc, ainsi que de nombreuses autres marchandises. Mais le plus important de tout, de là, ils étaient à portée de main d'un approvisionnement en pétrole riche et durable. Avec la guerre qui se profilait à l'horizon, le peuple japonais a été encouragé à soutenir une bataille avec l'Ouest qui a été glorifiée comme une lutte pour la grande sphère de coprospérité de l'Asie de l'Est. C'était une entreprise qui avait pour but de libérer les peuples de l'Asie du Sud-Est et de la Chine de la domination occidentale. Ils seraient sous la protection du Japon, qui régnerait avec justice et moralité dans un nouveau royaume, mais bien que les principes de la sphère de coprospérité semblaient être nobles et justes, une fois la guerre du Pacifique commencée, la réalité serait très différente. Les civils de tout l'Est découvriraient que la brutalité japonaise était bien pire que l'impérialisme occidental qui avait dominé leur pays pendant si longtemps, et les horreurs de la guerre détruiraient bientôt toutes les illusions que les intentions du Japon étaient honorables.
Alors que les futures batailles se rapprochèrent de plus en plus, il est intéressant de noter que tout le monde à Tokyo n'était pas pressé de se précipiter dans une guerre. Le premier ministre du Japon, Fumimaro Konoe, avait à un moment soutenu l'idée de la sphère de coprospérité, mais alors que le conflit se poursuivait en Chine, il craignait qu'une guerre sur deux fronts ne soit impossible à gagner et était donc désireux de poursuivre les négociations avec les États-Unis. Il a demandé une réunion au sommet avec le président Roosevelt pour discuter des problèmes et pour maintenir les factions pro-guerre au Japon à distance, jusqu'à ce qu'une solution pacifique puisse être trouvée, mais Roosevelt a refusé de rencontrer jusqu'à ce que le Japon ait quitté la Chine. Pendant ce temps, pour l'armée japonaise, le concept de retraite ne pouvait même pas être envisagé et serait perçu à jamais comme une tâche humiliante sur la gloire de leur empire. Et alors que les approvisionnements en pétrole diminuaient progressivement et que la date limite d'octobre approchait, il semblait peu probable qu'un compromis soit trouvé. Impatients de commencer leur conquête de territoires à travers le Pacifique, la machine militaire japonaise a une fois de plus fait pression pour la guerre et lors d'une réunion du cabinet le 14 octobre, le ministre de l'armée, Hideki Tojo, a annoncé que les négociations avaient échoué et que la date limite pour un accord était passée. Rien de plus ne pouvait être fait pour éviter d'aller en guerre avec l'Ouest et Konoe, frustré par son échec à négocier un règlement, n'a vu d'autre option que de démissionner. Le 18 octobre, alors que le général belliqueux Tojo remplaçait Konoe et que les militaristes prenaient le contrôle total du Japon, le temps des négociations était révolu et la bataille était sur le point de commencer. Tout au long de l'histoire, les Japonais étaient réputés pour leurs combats acharnés et avaient autrefois été dirigés par des guerriers samouraïs qui inculquaient l'idée de Bushido ou liberté de la peur à leurs soldats. Un véritable guerrier japonais ne devrait avoir peur ni de la mort, ni de la douleur, ni de la défaite, et ne devrait avoir aucun égard pour lui-même, son seul but étant de servir son maître. Mais même avec cette extraordinaire absence de peur inculquée à la population, le combat à venir allait être difficile. Les États-Unis avaient dû constituer d'immenses flottes navales et des armées, et seraient un adversaire redoutable. L'amiral de la marine japonaise, Isoroku Yamamoto, était conscient de ce à quoi le pays était confronté, et savait que pour commencer une guerre avec l'Amérique, l'armée impériale devrait faire beaucoup plus que simplement saisir leurs avant-postes. Yamamoto avait étudié à l'université Harvard et avait également passé du temps en tant qu'attaché naval en Amérique, et il était l'un des rares commandants japonais qui comprenait vraiment la puissance navale immense des États-Unis. Et il a dit à son gouvernement sans équivoque ce qui était nécessaire. Il ne suffit pas que nous prenions Guam et les Philippines, ou même Hawaï et San Francisco. Pour rendre la victoire certaine, nous devrions marcher sur Washington et dicter les conditions de la paix à la Maison-Blanche. Mais malgré ses préoccupations bien fondées concernant le fait de chercher querelle à une nation aussi puissante que l'Amérique, Yamamoto était loyal envers son empire et commença consciencieusement à chercher le meilleur moyen de vaincre la marine américaine. En octobre 1940, il avait observé les Britanniques bombarder la flotte italienne basée à Tarente avec des torpilles, spécialement développées pour fonctionner dans les eaux peu profondes de la baie italienne. C'était la première attaque de ce genre et elle avait prouvé une inspiration pour l'amiral japonais. Il a réalisé qu'au lieu d'attendre que les destroyers américains viennent dans le Pacifique, les avions de l'Empire du Japon pourraient être mobilisés pour une frappe surprise sur la flotte américaine, la paralysant avant qu'elle ne puisse mettre les voiles pour le théâtre de guerre du Pacifique. Au printemps 1941, les pilotes de porte-avions japonais ont commencé à s'entraîner aux tactiques spéciales qui seraient essentielles dans le plan d'attaque, qui viserait Pearl Harbor à Hawaï, et à l'automne, alors que Tojo prenait le rôle de Premier ministre, Yamamoto a vu qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Au début de novembre, il a nommé le vice-amiral Chuichi Nagumo comme commandant de la mission et a fixé une date pour l'attaque prévue, le 7 décembre 1941. Plus tôt, à Washington, le président Roosevelt était préoccupé par la détérioration des relations avec le Japon et le risque que cela représentait pour le territoire américain dans le Pacifique et avait décidé de déplacer la flotte américaine de sa base en Californie à Hawaï, où elle serait plus proche de l'arène du Pacifique. Ici, sur la plus grande île de l'archipel, à Pearl Harbor, les marins se prélassaient au soleil et profitèrent des plages sans se douter qu'ils étaient bien plus proches des troubles qui se préparaient à l'étranger qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Mais pendant que les marins profitèrent de leur paradis hawaïen, les services de renseignement occidentaux avaient en fait des découvertes troublantes. Le 18 novembre 1941, la marine américaine a réussi à déchiffrer un code secret leur permettant de décrypter les informations envoyées aux ambassadeurs japonais à Washington. Il a révélé qu'en cas d'urgence, des avertissements codés seraient ajoutés au milieu du bulletin d'information quotidien japonais. Vent du Nord, nuageux, signifierait la guerre avec l'Union soviétique. Vent de l'Ouest, clair,
signifiait la guerre avec la Grande-Bretagne et ses colonies, et vent de l'Est, pluie, représentait la guerre avec les États-Unis. Si les délégués japonais sur le sol étranger entendaient ce bulletin météorologique, ils étaient ordonnés de détruire tous les documents codés, alors que les services de renseignement étaient en alerte maximale à l'écoute des messages qui leur donneraient un avertissement précoce d'une attaque. Les navires qui constitueraient la flotte d'attaque de Pearl Harbor avaient commencé à disparaître des eaux territoriales du Japon. Ils se dirigeaient vers leur point de rendez-vous dans les glaciales îles Kuril au nord du Japon, mais bien que les mouvements de navires étaient de surveiller, les services de renseignement occidentaux ne soupçonnaient que l'attaque sur le Pacifique, et n'avait que peu d'idées du terrible danger que courait la flotte navale américaine à Pearl Harbor. Pendant ce temps, la mascarade de la diplomatie se poursuivait entre le Japon et l'Amérique. Et le 20 novembre, l'ambassadeur du Japon aux États-Unis, Nomura, a présenté l'ultimatum final du Japon au secrétaire d'État, Cordell Hull, exigeant une reprise des approvisionnements en pétrole vers le Japon et la cessation de l'aide à la Chine. Hull a refusé de se conformer et a une fois de plus exigé que toutes les troupes japonaises soient retirées de Chine. Avec la fin des négociations, le 26 novembre, la force opérationnelle japonaise composée de 6 porte-avions, accompagnée de 24 navires de soutien, a quitté la baie de Tonkan dans les îles Kuril dans le plus grand secret. Gardant le silence radio pour éviter la détection, ils ont traversé le Pacifique Nord en évitant les voies de navigation normales alors qu'ils se dirigeaient vers leur destination, à 200 miles au nord-ouest d'Hawaï. C'est de là que l'attaque sur Pearl Harbor serait lancée. Ayant reçu la réponse de Cordell Hull le 1er décembre, l'empereur japonais, Hirohito, a tenu une réunion impériale pour annoncer que la décision d'entrer en guerre avec l'Amérique avait été prise et que le temps des négociations était révolu. Avec le Japon maintenant pleinement engagé dans la guerre, le lendemain, l'amiral Yamamoto a envoyé un message codé depuis sa base à Hiroshima, au vice-amiral Nagumo, le commandant de la force opérationnelle, lui ordonnant de lancer l'attaque le 7 décembre. Alors que les services de renseignement décryptaient désespérément les communications à travers le monde, soudainement, les diplomates japonais à Washington, Londres, Manille, Hong Kong et Singapour ont reçu l'ordre de brûler leurs codes. Cela signifiait non seulement que les relations diplomatiques avaient été rompues, mais que la guerre était sur le point de commencer. Et pour les Alliés, la question primordiale était où, alors que les Britanniques et les Américains surveillaient les premiers signes de belligérance de l'Extrême-Orient, en Allemagne nazie, les officiels étaient jubilants à l'idée d'une attaque japonaise sur le territoire allié. Le ministre des Affaires étrangères allemand, von Ribbentrop, avait assuré à l'ambassadeur japonais à Berlin que Hitler soutiendrait son allié du pacte tripartite et déclarerait la guerre dès que le Japon entrerait en guerre avec les États-Unis. Tokyo avait à son tour informé l'Allemagne que le temps de cette guerre pourrait venir plus vite que quiconque ne l'imagine. Alors que Roosevelt comprenait qu'une conclusion pacifique aux négociations entre le Japon et l'Amérique semblait de plus en plus ténue chaque jour, il n'aurait guère pu imaginer qu'une attaque aérienne à grande échelle n'était qu'à une semaine. Ignorant la force opérationnelle qui se préparait près d'Hawaï, le 6 décembre, le président américain a fait un dernier appel à la paix à l'empereur Hirohito. De manière inquiétante, il n'y a eu aucune réponse, mais plus tard ce jour-là, les services de renseignement américains ont intercepté un message japonais en 14 parties et déchiffré les 13 premières. Ils ont révélé que l'offre du secrétaire d'État Hull avait été rejetée, mais le message était incomplet et ce n'est que le lendemain que la 14e partie cruciale est arrivée. Pendant ce temps, à Hawaï, la vie continuait comme d'habitude. Les marins américains étaient à terre, profitant de leur paradis tropical en jouant au football ou au golf, et dans la nuit du 6 décembre, alors que les marins se détendaient dans les bars et les clubs, beaucoup dansaient au son des musiciens de la marine lors d'une bataille des orchestres de danse de la flotte. Restant debout jusqu'aux petites heures, peu seraient préparés pour l'assaut qui les attendait, mais alors que la nuit cédait la place au jour, les premiers signes d'avertissement se profilaient à l'horizon. À 4h50, le dimanche 7 décembre, des sous-marins nains japonais sont entrés furtivement par les portes du port, mais bien qu'ils aient été repérés, aucune alarme générale n'a été donnée. À Washington, la tension montait alors que le général George C. Marshall, conseiller militaire de Roosevelt, avait reçu la 14e partie décodée du message en provenance de Tokyo. Il a confirmé que les négociations avec le Japon étaient terminées et, réalisant les implications potentielles, le département de la guerre des États-Unis a immédiatement envoyé une alerte à Pearl Harbor. Mais des problèmes de communication radio retarderaient le message et tragiquement, l'avertissement vital arriverait trop tard. Alors que Washington était conscient que les hostilités allaient commencer de l'autre côté du Pacifique, les événements s'accéléraient alors que des navires japonais chargés de 5000 soldats des champs de bataille déchirés par la guerre en Chine approchèrent de la Malaisie contrôlée par les Britanniques.
Bientôt, des soldats déferlaient sur les plages et sur le territoire allié, et la guerre à l'ouest avait commencé. Alors que la fureur de l'armée japonaise se déchaînait dans le Pacifique, les transmissions radio entre la flotte de porte-avions japonaise près d'Hawaï et Tokyo cessaient, et à 6h15, le vice-amiral Nagumo donnait l'ordre de libérer les avions. Alors que les porte-avions tanguaient et roulaient sur les mers agitées. La première vague de 183 chasseurs, bombardiers et avions torpilleurs, commandés par le capitaine Mitsuo Fushida, prenait son envol. La vaste formation comprenait des bombardiers qui cibleraient les cuirassés et les porte-avions, suivis par des bombardiers en piqué pour attaquer les avions basés au sol et les hangars de Ford Island et Wheeler Field. Puis venirent les avions de chasse japonais chargés de détruire les avions sur les aérodromes avant qu'ils ne puissent décoller et défendre le port. Utilisant la musique d'une station de radio de Honolulu comme un faisceau de guidage pour naviguer, les avions ennemis ont commencé à se rapprocher de leur cible. Pendant ce temps, à la base navale hawaïenne, l'alarme n'avait toujours pas été déclenchée et les gens dormaient encore ou profitèrent de la tranquillité d'un dimanche matin paresseux. Puis, à la stupéfaction de ceux qui se trouvaient dans le port, juste avant 8 heures, la première vague d'assaut japonaise a assombri le ciel et le calme a été brisé. Le commandant Logan C. Ramsey, au centre de commandement de Ford Island, a donné l'alerte. Raid aérien sur Pearl Harbor, ce n'est pas un exercice, tandis que les avions de chasse japonais commençaient à survoler les aérodromes de Hickam et Wheeler, répondant aux cris de guerre du commandant Fushida. Les Américains, croyant qu'il n'y avait pas de menace imminente, n'avaient fait que peu d'efforts pour se préparer à l'attaque et les avions étaient soigneusement garés à l'air libre, elles contre elles. Les casiers à munitions étaient déverrouillés et même les armes qui auraient pu offrir une certaine protection contre l'assaut aérien étaient en sans équipage. Alors que des averses de bombes étaient larguées sur les aérodromes ci-dessous, les Japonais ne pouvaient pas croire leur chance, l'élément de surprise si crucial pour le plan de Yamamoto n'aurait pas pu être plus grand. Il n'y avait même pas de filet de torpilles pour protéger les cuirassés américains, et alors que des vagues de bombardiers commençaient à se rapprocher de la flotte, les torpilles, développées pour trancher les faibles profondeurs de Pearl Harbor, dévastaient une cible après l'autre. Parmi les plus de 90 navires à l'ancre à Pearl Harbor, l'objectif principal des Japonais avait été de frapper les navires amarrés sur la rangée de cuirassés le long de la rive sud-est de Ford Island. Alors que des tornades hurlaient dans l'air en atteignant leurs cibles avec précision, les hommes à bord se réveillaient dans un tumulte de fumée, de feu et d'explosions assourdissantes. Les cuirassés n'avaient guère de chance de se défendre et dans les premières minutes de l'attaque, tous les 7 navires ancrés le long de la rive avaient été bombardés ou torpillés. 2 ont coulé, tandis que l'USS Arizona a explosé dans une énorme boule de flammes après qu'un obus perforant ait enflammé le magasin de munitions avant du navire. Bien que quelques chanceux aient pu sauter par-dessus bord et nager jusqu'à la sécurité, alors que le navire était en proie aux flammes, plus de 1000 membres d'équipage ont été tués, dont l'un des groupes qui avait participé à la compétition la veille. C'était la plus grande perte de vie sur un navire ce jour-là et les victimes de l'USS Arizona représentaient la moitié du total. Du nombre d'Américains tués à Pearl Harbor. Alors que la base navale était plongée dans la pandémonie, 30 minutes après la première attaque, il y eut une courte accalmie dans l'assaut furieux avant qu'une deuxième vague d'avions japonais n'apparaisse au-dessus du port. À présent, partout autour de Pearl Harbor, les civils qui avaient d'abord cru que les explosions faisaient partie des manœuvres militaires ont rapidement pris conscience qu'ils étaient attaqués. L'élément de surprise avait cependant passé et les troupes américaines étaient de maintenant conscientes de ce à quoi elles étaient confrontées. Le tir de la DCA a commencé à repousser les attaques et certains marins se sont même tournés vers les mitrailleuses et les pistolets alors qu'ils se battaient désespérément contre la grêle de missiles venus du ciel. De nombreux héros émergeraient en ce jour historique et l'un de ceux qui se sont battus courageusement pour défendre la base navale était Doris Miller, un aide de cuisine à bord de l'USS West Virginia. Malgré l'absence de formation, il a saisi l'un des canons anti-aériens et a commencé à tirer sur les avions japonais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de munitions. Mais malgré le courage de Miller et de tous ceux qui repoussaient l'assaut, les pertes subies par les pilotes de Nagumo seraient peu nombreuses par rapport aux pertes dévastatrices des Américains. À 10 heures, alors que le ciel au-dessus du port hawaïen tombait silencieux 2 heures après le début de l'attaque initiale, un sillage de destruction s'étendait autour de Pearl Harbor. Alors que les infirmières et les médecins se précipitaient pour soigner les blessés, il était clair que la flotte américaine avait subi un coup dévastateur. Plus de 2400 Américains avaient été tués, dont un grand nombre de civils. Plus de 20 et un navire avaient été coulés ou désactivés et près de 200 avions avaient été détruits, tandis que plus de 150 étaient endommagés alors qu'ils se tenaient au sol.
Pratiquement aucun n'avait pu décoller pour défendre la base. Cependant, les États-Unis auraient pu subir des pertes bien plus importantes si les officiers subalternes de Nagumo avaient eu leur mot à dire. Lorsque la deuxième vague d'avions est revenue d'Hawaï, ils ont insisté pour une troisième vague d'attaques pour détruire les capacités de réparation de la flotte américaine et les vastes réserves de pétrole qui étaient restées intactes. Mais avec le carburant qui s'épuisait et le risque de représailles des bombardiers américains, l'amiral Yamamoto était réticent à subir d'autres pertes et avait ordonné aux navires de faire demi-tour et de rentrer chez eux. C'était une décision qui coûterait cher au Japon car bien que la scène à Pearl Harbor était celle d'une dévastation totale, la plupart des navires de la rangée de cuirassés seraient miraculeusement sauvés et finiraient par rejoindre la bataille contre le Japon dans le théâtre de guerre du Pacifique. En plus de l'échec à ordonner une troisième frappe, il y a eu un autre coup dur pour le plan de Yamamoto. Car 3 porte-avions de la flotte du Pacifique américaine, le Lexington, l'Enterprise et le Saratoga, n'étaient pas dans le port pendant le raid. L'USS Enterprise, sous le commandement de l'amiral Bill Halsey, avait livré des avions à l'île de Wake et se trouvait à 250 miles à l'ouest d'Hawaï. Halsey lui-même était furieux lorsque la nouvelle de l'attaque lui parvint et après avoir juré de venger les Américains qui étaient morts ce jour-là, il passa les 3 années suivantes à poursuivre les Japonais à travers le Pacifique. Loin à Washington, la nouvelle de l'attaque de Pearl Harbor avait atteint Roosevelt et le secrétaire d'État Cordell Hull. Yamamoto avait voulu respecter les lois militaires d'engagement, donnant un préavis d'attaque, et avait ordonné aux ambassadeurs japonais de transmettre un message indiquant que les négociations avaient échoué à la Maison-Blanche avant 13 heures. Cela signifierait 7 heures du matin à Hawaï, donnant une heure complète de préavis. Cependant, le message est arrivé 1 heure en retard et alors que l'envoyé Nomura présentait le document officiel, les avions étaient déjà en train de bourdonner au-dessus de la base navale hawaïenne. Le secrétaire d'État Hull était furieux et a annoncé « En 50 ans de service public, je n'ai jamais vu un document aussi rempli de mensonges infâmes et de distorsions. » Bientôt, le public américain a rejoint le secrétaire d'État dans sa fureur en entendant parler de l'attaque surprise sur les bulletins de radio, de nombreux programmes de divertissement du dimanche après-midi étant interrompus pour annoncer les nouvelles des événements tragiques à Pearl Harbor. La nouvelle a stupéfié et enragé l'Amérique, mais enfin la nation était unie derrière le président et les États-Unis étaient prêts à entrer en guerre. Le 8 décembre 1941, alors que la foule se rassemblait devant la Maison-Blanche, le moment que les Alliés attendaient était arrivé. Le président Roosevelt a prononcé un discours qui a été diffusé dans le monde entier et le conflit mondial était maintenant vraiment en cours. Le Sénat américain était unanime dans sa décision de faire la guerre au Japon et une détermination à venger l'attaque sur Pearl Harbor s'est répandue loin et large à travers tous les USA. Le mouvement anti-guerre et isolationniste s'est effondré. Même le plus féroce critique du président Roosevelt, Charles Lindbergh, a déclaré « Notre pays a été attaqué par la force des armes et par la force des armes, nous devons riposter ». Les stations de recrutement étaient bondées d'une vague de volontaires, inspirés par les paroles du président et alors que le pays se précipitait pour mobiliser les troupes, bientôt les nouvelles de l'agression japonaise et la déclaration de guerre de Roosevelt ont eu un impact dramatique sur les batailles qui faisaient rage en Europe. Sur le front de l'Est, les troupes nazies, qui avançaient sur Moscou, luttaient contre l'armée rouge de Staline qui se battait farouchement pour défendre la capitale. Avec des températures plongeant en dessous de zéro, des milliers d'Allemands tombaient de victimes du rude hiver russe et pour Adolf Hitler, ce n'était pas le moment idéal pour être entraîné dans un conflit avec une autre nation, surtout une aussi puissante que les États-Unis. Néanmoins, le 11 décembre, Adolf Hitler a honoré son accord tripartite avec le Japon et a déclaré la guerre à l'Amérique. S'exprimant à la Reichstag à Berlin, il a furieusement insulté le président Roosevelt et l'a accusé d'avoir déclenché la guerre en 1939 et même de comploter pour envahir l'Allemagne. Confiant du soutien de l'Empire japonais, il a fièrement annoncé que l'Allemagne ne pourrait jamais perdre une guerre avec un allié qui n'avait pas été conquis depuis 3000 ans. Ce dont les Japonais se vantaient de fièrement. Les espoirs du leader nazi étaient au moins naïfs, et sa décision imprudente de prendre les armes contre les États-Unis verrait finalement ses espoirs d'un Reich de 1000 ans écrasé et détruit. Alors que l'Allemagne restait préoccupée par la décision de Hitler, le troisième membre de l'Axe, le dictateur italien Benito Mussolini, a également déclaré la guerre à l'Amérique, se tenant fièrement sur le balcon surplombant la Piazza Venezia à Rome. Alors que la foule acclamait, il a promis que les puissances du pacte d'acier étaient déterminées à gagner et alors que les soi-disant puissances de l'axe du Japon, de l'Allemagne et de l'Italie s'unissaient contre l'Amérique, la Grande-Bretagne, la France et leurs alliés, le monde était entré dans un conflit véritablement mondial et très dangereux.
Pour les Britanniques qui luttaient contre la puissance et la terreur de l'offensive nazie depuis plus de 2 ans, il y avait un immense soulagement à l'annonce que l'Amérique avait rejoint la guerre. Enfin, il y avait une réelle possibilité que les Alliés puissent vaincre l'Axe et les frontières de l'Europe pourraient être reconstruites une fois de plus. Il ne fait aucun doute que la nouvelle a été accueillie avec joie par ceux qui étaient occupés en Europe, mais alors que le peuple britannique poussait un énorme soupir de soulagement, il y avait maintenant un autre ennemi à affronter. Et tandis que les troupes japonaises commençaient de leur avancée dans le Pacifique, les avant-postes de l'Empire britannique étaient sérieusement menacés. Après l'invasion japonaise de la Malaisie, la Royal Navy avait envoyé les précieux croiseurs de bataille, le HMS Repulse et le HMS Prince of Wales de Singapour pour offrir un soutien. Cependant, les Japonais ont intercepté l'avance et le 10 décembre, une attaque aérienne a détruit et coulé les 2 navires. Le Premier ministre britannique Winston Churchill a reçu la triste nouvelle et son inquiétude était évidente lorsqu'il a dit « Sur cette vaste étendue d'eau, le Japon est suprême et nous sommes partout faibles et nus. » Il ne faisait guère de doute que la situation était grave pour l'avenir de l'Empire britannique, et alors que les Japonais marchaient sans opposition à travers la Malaisie, bientôt d'autres avant-postes étaient attaqués. Le 11 décembre, les Japonais ont envahi le territoire britannique de Birmanie depuis leur bastion en Thaïlande et 2 jours plus tard, ils ont fait leur chemin vers Bornéo. Les nouvelles de l'Extrême-Orient devenaient de plus en plus inquiétantes jour après jour, et alors que les Japonais impitoyables avançaient plus près des précieux avant-postes de Hong Kong et de Singapour, les préoccupations de Winston Churchill que l'Empire échappait rapidement à la prise de la Grande-Bretagne étaient à maintenant une réalité dure et inévitable. De retour aux États-Unis, le président Roosevelt était tout aussi préoccupé par le sort du territoire américain en Extrême-Orient. 9 heures après la première frappe sur Pearl Harbor, les Japonais avaient commencé à bombarder la base américaine aux Philippines, qui subirait une dévastation encore plus grande que la flotte à Pearl. Alors que les Japonais remportèrent la bataille pour le contrôle des cieux au-dessus des îles, des milliers de troupes ont commencé à déferler sur les plages du nord et les golfes de la côte ouest. La tâche à laquelle étaient de confronter les troupes philippines et américaines inexpérimentées et mal équipées était difficile pour le moins, alors qu'elles tentèrent de défendre le terrain qu'elles pouvaient contre les Japonais aguerris au combat. Les Philippines étaient d'une importance vitale pour les Japonais et en s'emparant de la nation insulaire, ils pouvaient empêcher les Américains de l'utiliser comme base d'opération. Mais plus que cela, avec la chaîne d'îles sous leur commandement, l'Empire japonais pouvait contrôler toutes les lignes de communication entre les Philippines et les autres territoires occupés par les Japonais dans la région. Cela consolidait vraiment leur position de force tout en fournissant le tremplin parfait pour atteindre les Indes orientales néerlandaises. C'est sur le territoire néerlandais que se trouvaient les précieuses réserves de pétrole. Et en quelques semaines, les Japonais avanceraient pour s'emparer des fournitures dont ils avaient désespérément besoin pour assurer une campagne réussie. Pour l'instant, cependant, les troupes japonaises avançaient plus à l'intérieur des terres, alors que le commandant américain chargé de la défense des Philippines, le général Douglas MacArthur, se préparait à résister avec toutes les forces qu'il pouvait rassembler. Cependant, alors que l'ennemi avançait sur la capitale, Manille, la situation semblait de plus en plus désespérée. Alors que les forces alliées se retiraient vers la péninsule de Bataan, d'autres avant-postes américains étaient déjà tombés aux mains des Japonais. Après un bombardement aérien le 8 décembre, une grande force d'invasion avait envahi Guam, surmontant rapidement la résistance du personnel américain stationné sur l'île. D'ici le Nouvel An, Wake Island serait également prise, et les États-Unis perdaient rapidement leur point d'appui dans le Pacifique. Alors que l'avance implacable à travers l'Asie du Sud-Est se poursuivait, il semblait que rien ne pouvait arrêter la machine militaire japonaise. Et alors que les troupes se répandaient dans le Pacifique et que de plus en plus de pays étaient absorbés dans le nouvel empire de l'Est, il y avait des craintes que même l'Inde et l'Australie ne soient de bientôt attaquées par les Japonais. Et pendant tout ce temps, alors que le conflit s'intensifiait, la décision de l'amiral Yamamoto de rappeler les navires de Pearl Harbor avant de porter un 3e coup potentiellement décisif à la flotte navale américaine s'avérait rapidement être une grave erreur. Alors que la fumée se dissipait sur Pearl, des opérations de sauvetage avaient dû commencer pour réparer et renflouer les navires qui avaient été endommagés lors de l'attaque surprise. Incroyablement, seuls l'USS Arizona, l'Utah et l'Oklahoma étaient irréparables, tandis que le reste de la flotte serait bientôt prête à rejoindre la bataille dans le Pacifique, récupérant le territoire qui était perdu aux Japonais, tout en vengeant les Américains qui étaient qu'à mort ce jour fatidique. Mais alors que les navires étaient sortis des eaux peu profondes de Pearl, des questions étaient toujours posées en Amérique. Pourquoi les commandants de la base navale n'avaient-ils pas été mieux préparés ?
Des boucs émissaires ont rapidement été trouvés et le commandant de l'armée américaine à Hawaï, Walter Short, ainsi que le commandant en chef de la flotte du Pacifique américain, Husband et Kimmel, ont été rétrogradés et blâmés pour le manque d'un plan de défense adéquat pour contrer l'attaque japonaise. Le 17 décembre, l'amiral Chester W. Nimitz a pris le commandement de la flotte et son rôle dans la guerre du Pacifique s'est avéré crucial pour les Alliés et des récompenses ont été présentées à ceux qui avaient fait preuve d'un grand courage personnel lors de l'attaque du port. Les décorés comprenaient Doris Miller, qui est devenu le premier Afro-Américain à recevoir la Navy Cross, alors que les dirigeants alliés commençaient à planifier leur prochain mouvement dans la lutte contre les puissances de l'Axe. Le 22 décembre 1941, Winston Churchill s'est rendu à Washington pour assister à la conférence d'Arcadia et discuter des stratégies avec le président Roosevelt. La situation dans le Pacifique se détériorait de jour en jour et, comme le Premier ministre le craignait, les Japonais marchaient maintenant sur Hong Kong. Malgré la pression intérieure pour venger l'attaque japonaise sur Pearl Harbor et tous les avant-postes tombant aux mains des Japonais dans le Pacifique, le gouvernement américain estimait que d'autres problèmes devaient être résolus en premier. La priorité était de vaincre Adolf Hitler et l'Allemagne nazie. Et après la déclaration de guerre d'Hitler aux États-Unis dans les jours qui ont suivi la tragédie de Pearl, une telle action est devenue plus politiquement acceptable. Churchill resterait à la Maison-Blanche jusqu'en janvier, mais pendant que les stratégies étaient perfectionnées et que les semaines passaient, les personnes vivant et combattant dans le Pacifique étaient bien conscientes de la terreur que la grande sphère de coprospérité de l'Asie de l'Est commençait à symboliser. Après 17 jours de résistance, la bataille était perdue à Hong Kong et le jour de Noël 1941, le gouverneur de l'avant-poste britannique s'est rendu aux Japonais. Pendant ce temps, la situation aux Philippines se détériorait également à un rythme rapide et juste un jour après la reddition de Hong Kong, Manille a été déclarée ville ouverte. Alors que 1941 se terminait, les principales puissances militaires du monde s'alignaient les unes contre les autres dans une bataille territoriale à mort et au cours des 4 prochaines années, des armées composées de millions de personnes se battraient dans les airs, en mer, dans les villes et dans la jungle. Pour Roosevelt et Churchill, le combat était pour la démocratie contre la tyrannie. Mais à mesure que de plus en plus de colonies du Pacifique tombaient et que de plus en plus de prisonniers étaient au prix, les premiers mois de 1942 montreraient que la tyrannie avait le dessus. Cependant, une fois que la vaste machine militaire américaine a été lâchée dans les théâtres d'opération, tandis que les GI affluaient dans le Pacifique et en Europe, il était clair que la Seconde Guerre mondiale était vraiment devenue mondiale et pour la première fois depuis le début des hostilités, les Alliés avaient une réelle chance d'arrêter Hitler et son axe du mal une fois pour toutes. Alors que la lutte dans le Pacifique prenait de l'ampleur, Pearl Harbor n'était que le début d'un conflit dans lequel certaines des batailles les plus brutales de la guerre seraient livrées. Mais alors que le minuscule empire japonais avait accompli de petits miracles dans sa lutte contre les géants occidentaux à l'hiver 1941, l'amiral Yamamoto, l'homme qui avait orchestré l'attaque sur Pearl, était bien conscient que les rêves de l'empire japonais seraient bientôt brisés. Et en réalité, leur guerre était déjà perdue.